C'est quoi on appelle ESCOM et quels sont vos attributs? L'ESCOM, c'est un établissement sanitaire à base communautaire. C'est un établissement, pour rentrer dans l'histoire de cet établissement, c'est depuis 1994 qui a son ancrage dans la conférence d'Alma-Ata qui avait regroupé à l'époque les structures de l'ONU pour réfléchir sur la santé des populations suite à la crise économique qu'on appelait la conjoncture économique des années 1980. Et c'est ainsi qu'il a été décidé. Vous savez ce que sont des étages-là, qu'à l'époque en Côte d'Ivoire, on se soignait gratuitement. On allait à l'école, à l'hôpital gratuitement, on se soignait gratuitement. Et vu que la population était grandissante à travers le monde, les pouvoirs publics avaient du mal à prendre en charge les populations. Donc il fallait trouver une forme pour qu'il y ait un recouvrement de la part des âgés. Et en même temps, les pouvoirs publics ont trouvé qu'il était plus intéressant de faire de la prévention que de faire du curatif. Mais faire de la prévention par qui? Alors il fallait ouvrir une brèche pour que cette prévention se fasse par la communauté. Donc l'histoire des ESCOM a pris ses sources là. Et en Afrique de l'Ouest, ils sont retrouvés à Bamako en 1994 dans la conférence qu'on appelle conférence IB, Initiative Bamako, sur les ESCOM en Afrique de l'Ouest, pour mettre au centre des préoccupations des populations leurs problèmes de santé. C'est-à-dire, on construit des structures sanitaires avec plusieurs partenaires, contribution de la communauté, contribution du pouvoir public, contribution des bailleurs de fonds, pour donner naissance à un établissement sanitaire à base communautaire géré par une association liée à l'État par une convention de services publics. Dans la pyramide sanitaire ivoirienne, quelle est votre position? Parce qu'il y a plusieurs établissements sanitaires. Oui, effectivement, nous sommes ce qu'on appelle les SPC, c'est-à-dire les établissements sanitaires de premier niveau. C'est-à-dire pour le commun des mortels, pour être terre à terre, c'est le premier contact. Quand quelqu'un est malade, c'est là où on va d'abord avant d'aller à l'hôpital général, régional et les CHU. Donc nous sommes les premiers contacts. À quel niveau se situent vos activités dans le cadre dans les politiques de gratuité totale ou ciblée? D'abord, les établissements sanitaires à base communautaire sont gérés par la communauté à travers une association qui est créée. Ensuite, elle fait du recouvrement. Parce que nous n'avons pas d'appui de l'État financièrement. Nous avons un appui en personnel, 1%. Le reste, c'est du personnel privé. Et surtout d'autres partenaires aussi qui nous amènent du personnel. Alors nous faisons des recouvrements des prestations. Les recouvrements de ces prestations nous permettent de couvrir nos charges, étant donné que nous n'avons pas un appui budgétaire. Donc, à partir de cet instant-là, après la crise de 1990, 2010 plutôt, 2010, à la sortie de cette crise-là, le gouvernement du président Alassane Ouattara a décidé, avec cette population affligée, appauvrie par rapport à la crise, de faire la gratuité totale et ciblée. C'est-à-dire totale, les malades ne paieront pas les consultations ni les frais de médicaments. C'est l'État qui payera. Ensuite, ça s'est mué en gratuité ciblée. C'est-à-dire d'autres activités ont été prises en charge par l'État et le reste, la communauté pouvait s'en charger. Et c'est dans ces cadres-là que nous sommes retrouvés dans cette politique de gratuité ciblée réquisitionnée par l'État pour accomplir cette mission. Il faut le dire, cette mission se déroule très bien. D'abord. D'abord, ça a permis à toute la population d'avoir accès aux soins. Parce que vous savez, quand vous voulez relancer un pays, il faut que la population soit de bonne santé d'abord. Et ça, c'est bien réfléchi par le gouvernement. Donc, tout le monde a eu accès aux soins. Ça fait que nous avons moins de malades graves. Pour le premier contact, on a moins de malades qu'on réfère au niveau supérieur. Parce que lorsqu'ils ont un petit bobo, ils viennent immédiatement. Et ensuite, dans la gratuité ciblée dont nous couvrons, 80% de nos activités sont de la gratuité ciblée. C'est-à-dire les femmes qui viennent accoucher, elles ne payent pas. Elles ont un kit d'accouchement gratuit, elles les médicaments qui suivent gratuitement quand il y en a. Parce que parfois il y a des ruptures ici également. Ensuite, il y a la CPN, c'est-à-dire la conception prénatale, c'est-à-dire les femmes qui sont enceintes. Pendant tout le processus de leur grossesse, elles viennent se constituer gratuitement et elles reçoivent des médicaments gratuitement, appuyés d'un moustiquaire pour se mettre à l'abri du paludisme. Ensuite, les enfants de 0 à 5 ans, les conceptions sont prises gratuitement avec les soins et les médicaments, s'il y en a, quand c'est disponible. Parfois, il y a des ruptures, c'est ça qu'il y a l'affluence. Donc, voici justement ce que ça prend en charge. Or, nous, nos activités, c'est bien cela. C'est bien cela. Donc, ça fait que 80% de ces activités-là sont dans la gratuité ciblée. Et nous sommes heureux, d'une part, en tant que communauté, que nos mamans, nos enfants viennent, c'est vrai qu'ils fréquentent beaucoup l'hôpital, sont pris en charge par ces activités-là. Ensuite, il y a les malades du palu.
Les tests c'est rapide pour déterminer s'ils sont atteints du paludisme, c'est gratuit également. Donc quand c'est fait, ça fait du bien à la communauté. Le service public sanitaire est le pouvoir des gardiens de l'État. Il appartient à l'État de soigner sa population. Mais l'État ne pourra pas tout faire des concessions des services publics. Nous sommes un service concédé. L'État ne donne pas de ses pouvoirs pour pouvoir agir. Et l'État contrôle ses activités. Et c'est pour cela que le personnel que nous avons, pour vous parler des qualités de nos prestations, nous sommes liés par l'État par une convention qui stipule qu'il doit avoir la qualité du personnel et la qualité des prestations. On a les mêmes médecins que vous trouvez dans le public. Ils ont tous un doctorat d'État en médecine, inscrits à l'ordre des médecins. Nous avons des sages-femmes qui ont été formées en l'INFAS, deux sont privés, qui viennent en vacation, mais deux sont fonctionnaires que l'État a fait. Nous avons des pharmaciens qui sont sortis aussi de l'UFR Pharmacie, qui sont du l'État, que l'État nous a affectés pour nous accompagner. L'État n'est pas absent dans nos activités. L'État est présent par la présence de certains personnels essentiels. Mais ceux que nous faisons en privé, ils sont diplômés aussi également de l'État. Ils sont sur des grandes écoles aussi de l'État. Donc la qualité est. Qui vous contrôle? C'est le ministère de la Santé qui nous contrôle, à travers le directeur départemental de la santé. Premier contrôle. Le directeur départemental de la santé, de l'aire sanitaire où nous sommes, chaque 2 mois, il y a une supervision de nos activités. Chaque mois, nous évacuons nos activités auprès de la tutelle. C'est-à-dire les prestations sanitaires, les finances, tout ce que nous avons fait. La direction régionale également de la santé de la zone desservie fait aussi des contrôles. Et puis, nous assistons à tous les séminaires. Nous sommes aussi un lieu des stages aussi des étudiants de l'UNFAS, du centre de formation professionnelle, de la faculté UFR Pharmacie. Tout le monde y vient. Donc, le contrôle est clair, il y a de la qualité. À vous entendre, on a l'impression que vous avez de bons rapports avec l'État. Pourtant, il y a quelques années, on parlait beaucoup d'arrêt de salaire, d'arrêt de subventions. Aujourd'hui, tout cela a été aplani. Oui, on a des bons rapports professionnels. Les bons rapports professionnels, c'est le respect de la constitution des services publics. Notre mission première d'abord, en tant qu'institut communautaire qui nous différencie des instituts publics, nos instituts sont gérés par une association gestionnaire d'usagers et d'habitants de l'aide sanitaire. Deuxièmement, nous faisons l'éducation sanitaire de nos populations. L'éducation sanitaire. Pour les sensibiliser pour ne pas qu'ils tombent malades. Et s'ils tombent malades, où aller? Troisièmement, nous gérons un établissement sanitaire. Troisièmement, nous n'avons pas d'appui budgétaire de l'État. Nous avons un appui en personnel. Et nous bénéficions souvent aussi d'informations. Maintenant, le problème dont vous parlez tout à l'heure, d'arriver des salaires et des redevances, étant des structures privées, ce n'est pas l'État qui paie les salaires de nos agents. Les fonctionnaires affectés dans nos établissements sont payés par l'État. Les personnels affectés dans nos établissements par nos partenaires sont payés par nos partenaires. Nos personnels que nous avons recrutés nous-mêmes sur contrat à durée déterminée ou indéterminée sont payés par nos ressources propres. Et nos agents sont déclarés à la CNPS, l'État, c'est ségrayé et autres. C'est voilà la différence qui fait net des trucs. En delà de cela, si nous sommes arrivés à cette difficulté dont on parlait, qui se résout au fur et à mesure, c'est suite à notre réquisition pour la gratuité totale et ciblée. Et vous savez que la gratuité totale, on ne pouvait pas encaisser un sou. Nous ne faisons pas de recouvrement direct. C'est l'État qui doit payer le manque à gagner que nous n'avons pas encaissé auprès du malade. Mais vous savez que l'État sortant d'une crise s'est trouvé confronté et l'État ne pouvait pas nous verser mensuellement le coût de nos prestations pour qu'on fasse face aux salaires et aux autres charges. C'est en cela, en tant que président, porte-parole à l'époque de toutes ces structures-là, nous avons approché notre ministre du tutelle pour lui dire, bien nous comprenons, l'arrêté que nous avons nous dit que nous devons faire des prestations et que l'État doit payer, nous payer, pour que nous puissions faire face à nos charges, du moins que nous n'avons pas au-dessous de financement. Mais c'est tout que vous êtes en difficulté pour nous payer chaque mois. Alors nous voudrons, on va vous communiquer la masse salariale de nos agents pour que vous puissiez faire un plaidoyer auprès du ministère de l'économie et des finances pour que chaque mois, nous ayons au moins cette masse salariale-là pour évacuer les problèmes. Vous savez que le salaire alimentaire d'abord, dans le secteur de la santé, quelqu'un qui va donner du sourire à quelqu'un, un malade, il faut que lui-même soit d'abord souriant. Mais s'il n'a pas payé sa maison et que les huissiers le poursuivent, s'il n'a pas payé sa facture de courant, de l'eau, son enfant n'a pas été à l'école ou bien il a été chassé de l'école, il n'a pas le moral, comment voulez-vous qu'il remonte le moral à quelqu'un qui est malade? Comment voulez-vous qu'il fasse un bon accueil? Comment voulez-vous qu'il ne raquette pas les malades? Donc, on a argumenté. Et l'État s'est engagé à nous verser cette masse salariale-là
en priorité pour qu'on évacue les salaires en train qu'ils payent le reste. Mais c'est là parti, vous savez, l'État pour gérer le privé, c'est un peu difficile. Il n'y avait pas de mécanisme qui avait été mis en place avant qu'on décrète la qualité totale et ciblée. Donc il s'est trouvé que pour verser cette redevance qui équivaut à nos masses salariales, ça traîne parfois 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais chaque fois, avec des démarches, des réclamations et autres, on arrivait à faire. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec la nouvelle équipe qui est là, à côté de Madame la ministre, surtout le nouveau DAC qui est arrivé, après des rencontres, il a mis en priorité le point de salaire de nos agents. On avait 5 mois d'arriéré de salaire en 2017 là. Il a épuré. Aujourd'hui, nous sommes à 2 mois de salaire d'arriéré. Donc nous croyons qu'un effort a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il est mieux, c'est le droit du personnel d'être payé chaque mois. Chaque 5 mois, le personnel doit avoir son droit. Mais l'effort a été déjà fait. 2 mois d'arriéré. Nous pensons que dans les prochains mois, on ne parlera pas d'arriéré des salaires. Deuxième élément qui fait un petit grincement, c'est les arriérés des redevances. Lorsque vous retranchez la masse salariale de nos prestations qui sont déposées, il y a un gain qui doit nous permettre de fonctionner. Là aussi, il y a des arriérés de paiement. Donc nous sommes en train de... nous avons approché le ministère de la Santé, qui est notre tutelle, pour leur communiquer cette différence-là, de 2011 en 2016, pour que cela soit payé afin de booster nos activités. Parce qu'on a des activités de gestion, parce que vous savez que la santé a un coût. Donc nous pensons que dans les prochains jours, ces arriérés de redevances seront payés pour nous permettre d'être encore plus performants. Parce que vous l'avez remarqué, vous êtes des journalistes, et je vous invite à parcourir les centres de santé communautaires, c'est des structures qui sont très fréquentées, qui sont très attirées par la population. La population a confiance dans ces structures parce que c'est géré par elle-même. Alors, si le manque de trésorerie, si les difficultés de trésorerie devaient plomber ses performances, ce serait catastrophique. Au niveau des centres de santé communautaire, comment sont fixés les tarifs de vos prestations? Vous savez, nous, la communauté, nous les usagers, on a beaucoup à reprocher aux structures publiques. Du moment où l'État nous a donné nos propres structures à gérer, nous sommes très regardants. Je vous informe que les tarifs sont fixés en collaboration avec le ministère de la Santé, en tenant compte de l'aire sanitaire de la structure. Si vous tenez compte du pouvoir d'achat de la structure. Et c'est pour ça que nos tarifs n'excèdent pas, pour la médecine générale, 1500 francs. Mais il faut le savoir aussi, quand vous payez les 1500 francs, c'est valable pour une semaine. Ça veut dire si vous payez aujourd'hui 1500 pour vous consulter, avant le coulement d'une semaine, vous pouvez revenir, ça ne va pas. Et puis d'abord, vous avez une obligation de venir. Parce que le médecin vous dira, dans 3 jours, revenez me voir. Quand vous venez, vous ne payez plus la consultation. Ça, c'est deux. Nos médicaments, ce n'est pas les médicaments de rue. Nous sommes très regardants là-dessus. Nous sommes autorisés et nous avons des comptes à la nouvelle pharmacie de la santé publique, nouvelle PSP. Chaque structure, chaque ESCOM a un compte client. Nos médicaments proviennent de la nouvelle PSP. En cas de rupture des médicaments qui sont essentiels, nos pharmaciens qui sont dans nos structures, bien nos PGP qui sont dans nos structures, qui sont eux-mêmes fonctionnaires, alors nous commandons chez les grossistes. Mais jamais dans la rue, jamais dans les structures parallèles. Parce que nous tenons à la vie de nos communautés. Parce que nous-mêmes sommes de la communauté. Nous n'avons pas de centrale d'achat haute. Notre centrale d'achat, c'est la nouvelle PSP. Certaines structures sanitaires disent que vous faites des prestations qui normalement ne vous sont pas dévolues. Oh oui, là je vais vous répondre. Hein. On parle de PMA, c'est-à-dire paquet minimum d'activité. Quand on parle de paquet minimum d'activité, vous comprenez, hein, on dit paquet minimum. Mais il n'y a pas de paquet maximum. À l'ouverture de cette structure, c'est une structure qui doit évoluer. Vous savez, le paquet minimum d'activité a été fait des années étudiantes. La médecine évolue, la population croît. Nous avons affaire à des maladies aussi également qui font surface. Je vous informe qu'à la création de nos structures, il n'y avait ni laboratoire, ni échographie. C'est nous qui devons créer ces services au fur et à mesure. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une consultation correcte de médecine sans avoir un diagnostic de laboratoire. On ne peut pas faire une consultation correcte sans recours à l'échographie. On a le minimum qu'il faut pour permettre à nos praticiens de faire une bonne consultation et une bonne foi. Si M. Traoré vient et que, parce qu'il n'y a pas de laboratoire, et que au toucher,
au toucher, on lui prescrit des médicaments, c'est sûr que le médecin peut passer de côté. Mais il va, ça ne marche pas. Mais la santé, c'est une affaire de minutes. Il va revenir, on va lui prescrire encore d'autres médicaments, il va les payer. Or, nous sommes dans un environnement où la population n'a pas assez d'argent. Parce que ces structures ont été créées pour les diminuer. Alors, il est mieux d'avoir un laboratoire, le médecin ayant fait sa consultation, prescrit des examens à faire, les résultats viennent, c'est net, les médicaments sont prescrits une bonne fois et la guérison est rapide et bonne. C'est pour ça que nous avons. On ne fait pas d'activité extra. Je vous le dis. À l'époque, quand on criait, le VIH-Sida n'était pas pris en compte dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire. C'était le CHU de Tréville qui s'en occupait. Mais aujourd'hui, on fait le dépistage du VIH-Sida mère et enfant. Ce n'est pas dans notre papier minimum administratif. Ce n'était pas notre travail. C'était quand il y avait des soupçons d'infection du VIH, c'était au CHU de Tréville. Mais après, le ministère a décidé que dans chaque centre de santé, que chaque médecin puisse faire le dépistage rapidement, en même temps. Mais ce n'est pas écrit, mais ça s'est fait. Et la prise en charge des RAV à l'époque, c'était au CHU de Tréville. Mais aujourd'hui, dans tous les centres de santé, il y a le dépistage en même temps. On vous produit en même temps les médicaments du RAV. Ce n'était pas l'initiative dans nos attributions. Voilà, donc voilà. On parle de chirurgie même dans certaines... Non, chirurgie, non. Pour ma connaissance, il n'y a pas d'ES comme on fait dans la chirurgie, pour l'instant. C'est Ouassakara qui va avoir bientôt un bloc opératoire. Et là, sur décision du gouvernement du président Alassane Ouattara, qui a voulu, quand même avec le volume d'activité qui s'est fait là, créer un bloc opératoire pour accompagner encore les soins de qualité. Là, c'est une décision du gouvernement. Vous avez vanté les mérites de vos produits parce que vous les prenez déjà à la pharmacie de la santé publique. Oui, est-ce que vous avez connaissance de ce que certains de vos agents viennent s'approvisionner à Diabétoxy? Je voulais vous dire sincèrement, vous savez, nos praticiens, en rentrant dans notre établissement le matin, allaient monter ou bien allaient monter le soir, ils passent pas au scanner. Ils passent pas au scanner comme à l'aéroport pour détecter si quelqu'un a des comprimés cachés dans sa poche ou dans son sac. Mais ce qui est légal, vous irez tout à l'heure, vous verrez la pharmacie, notre pharmacie, avec les médicaments, là, avec une pharmacienne, de auxiliaire de pharmacie. Maintenant qu'il y a un agent, clandestinement, va s'approvisionner, met dans son sac ou dans sa poche, et qu'il vienne, au cours de ces consultations, vendre les médicaments aux malades, vous savez que c'est un délit. Un délit. Mais je vous apprends que nous n'avons pas connaissance. Mais lorsque, même quand on prend un praticien qui donne une molécule gratuite qu'un délégué médical lui a donnée à un malade qui le vend, il est sanctionné. Ça, je vous le dis, vous pouvez le vérifier. Mais on fait l'effort pour éviter que le personnel rentre à des médicaments. Mais le circuit officiel, c'est notre pharmacie. Maintenant, quand il y a un usager qui sait que nous avons une pharmacie, qui s'est fait vendre des médicaments dans le bureau, celui qui lui est prescrit, lui vend des médicaments et que lui ne dénonce pas, ça c'est risque et péril. Mais lorsque nous les prenons, ces praticiens, il est viré. S'il est fonctionnaire, il a une demande d'exploitation, il est mis à la disposition du ministère de la Santé. S'il est un agent privé, après sa demande d'exploitation, il est licencié. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés à cela. Mais nous demandons aussi également, par le biais de votre question, aux usagers de nous aider. Les centres de santé communautaires, c'est les structures. Si vous êtes victime d'un acte, d'un délit, il faut informer l'administration. On prend automatiquement les décisions. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des médicaments et que les médicaments de rue soient vendus. Ces médicaments de rue, quelle est leur qualité? Quelle est leur fiabilité? Un homme, ce n'est pas une voiture. Une molécule qui n'est pas une vraie molécule, vous le prenez, vous mourrez. Donc un agent praticien soit complice de cela, mais immédiatement il est relevé de ses fonctions. Et même poursuivi, si ça arrivait. Vous êtes à la tête d'une centaine de structures. Quel mécanisme vous avez mis en place pour pouvoir contrôler toutes ces structures? Bien. Nos structures les plus vieilles ont 20 ans environ. La première structure a vu le jour en 1994, c'est la FC comme Toit Rouge. Et puis a suivi les autres. Ouassakara, Pobo 2, Abukati. Je voulais vous dire le mécanisme de quoi. Il y a 11 premières structures qui ont été créées dans le cadre du projet Santé Abidjan avec la coopération française. Et puis, quelques années après, l'État a vu que ça avait pris forme et que ça avait des résultats encourageants, a créé dans le programme de lutte contre la pauvreté 21 autres structures. Ce sont les CSUCOM. Et les bailleurs eux-mêmes, la coopération française à l'époque a demandé à ce que
les associations gestionnaires de ces structures-là créent une fédération pour pouvoir faire la formation continue, l'encadrement et l'harmonisation de tout ce qu'ils ont comme outil de gestion et de connaissances. Et c'est là est née la première fédération qui est la FASCOMSI. Voilà le premier mécanisme qu'on a mis en place pour pouvoir suivre, encadrer ceux qui viennent d'arriver et autres. Et à l'issue de cela, les structures grandissant en nombre, il a eu jusqu'à ce jour 3 fédérations. Mais en avril passé, nous avons fait notre propre autocritique. On a trouvé que les 3 fédérations, c'est vrai, tout le monde avait à peu près les mêmes objectifs, mais pour être plus efficace dans la continuité de la prestation de l'offre de soins, il fallait que nous nous mettons ensemble au sein d'une confédération. Et c'est pour cela que nous avons créé le 13 avril 2017, à la maison de l'entreprise ici, la confédération des associations des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire. Donc, on m'a fait l'honneur de me confier la présidente pour 5 ans de cette confédération. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour aller de l'avant en pilotant des grands projets d'ensemble. C'est-à-dire, 1. L'harmonisation des tests associatifs. C'est-à-dire toutes les associations gestionnaires de toutes ces structures-là et des structures à venir devront avoir les mêmes tests associatifs. Deuxième élément, harmoniser nos outils de gestion financière, technique et administrative. C'est-à-dire même mode de recrutement. S'il y a un poste à pouvoir à Ouassakara ou bien à Trois-Rouges, d'un comptable à recruter, qu'il y ait le même canevas d'appel à candidature, les mêmes manières de recrutement. Le troisième élément important pour cette confédération, nous avons remarqué également que aucune de ces structures, il y a au moins une seule structure qui a une ambulance. La FSCOM en Mambo, qui a une ambulance qui a été donnée par la première dame. En dehors de ça, les autres n'ont pas d'ambulance. Ouassakara, qui est l'une des plus grosses structures, n'a pas d'ambulance. Donc la confédération s'est saisie de ces dossiers et nous avons monté un dossier. Nous voulons mettre en réseau un pool d'ambulances. Nous sommes en train de monter le projet pour pouvoir voir les partenaires au développement, les différentes fondations, pour que nous ayons des ambulances et nous allons les faire en pool. C'est-à-dire la commune de Yopougon a 11 ESCOM, la commune d'Abobo a 12 ESCOM. On met un pool d'ambulance qui est stationné à chaque extrémité de la commune. En cas d'évacuation d'un malade, au lieu de prendre un taxi, comme ça se fait maintenant, allez, on l'appelle par radio et puis bon, ok, l'ambulance vient chercher pour amener l'usager s'il a référé à l'hôpital général. Au cas où le malade à la maison et qu'il ne peut pas s'asseoir dans un taxi, à la maison, on peut appeler également la structure qui est proche, on appelle l'ambulance, ils vont le chercher à la maison. Et ce qui est pénible, c'est en général les femmes qui sont en travail. Les femmes qui sont en travail, vous savez que l'appréciation dépend de l'encadrement qu'on a familial, de la structure familiale. Parfois, les femmes, en voulant trop attendre, elles accouchent à la maison. Ou bien au moment où elles vont vouloir se rendre à l'hôpital, l'enfant est déjà proche et elle ne peut pas s'asseoir dans une voiture normale, il faut une ambulance. Donc c'est tout cela qu'on veut résoudre pour pouvoir aller le chercher. Donc ça c'est l'un de nos projets essentiels. Et puis ensuite, l'un des projets que nous allons commencer en premier lieu, c'est le renforcement des capacités des administrateurs. C'est-à-dire tous ceux qui ont, par la volonté de la communauté, la charge de gérer ces structures-là et une formation de base solide. Ensuite, qui dit administrateur formé, il faut former aussi le personnel. Il faut les mettre au bout du jour, dans une formation continue. Donc voici les grandes lignes qu'on veut faire pour que nous ayons un encadrement et une performance incontestée. Aujourd'hui, pour beaucoup d'Ivoiriens, le système de santé en Côte d'Ivoire est malade. Des gens qui ne respectent pas le truc d'Hippocrate, le serment d'Hippocrate, des médicaments qui sont vraiment difficiles, qui sont chers et plein d'autres récriminations. Vous, en tant que responsable d'un grand nombre de structures, quels commentaires faites-vous sur ce point de vue de certaines personnes? Je voulais vous dire, en tant qu'habitant de la Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'usager, en tant que leader communautaire, la santé a des problèmes. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, comme tous les secteurs en Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons passé un bout de temps en train de palabrer. Depuis 1999, on a oublié certains secteurs importants, comme l'éducation, comme la santé et comme la sécurité. Voilà des secteurs qu'on a oubliés en train de faire des palabres. Nous avons oublié ces volets importants. La population est venue nous rattraper. C'est-à-dire de 6 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire est partie d'une manière galopante à 22 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire est le poumon de l'économie d'Afrique de l'Ouest. Il y a des Ivoiriens eux-mêmes. Mais toute la sous-région, pour ne pas les risquer leur vie sur les mers en tant que migrants, viennent, leur seconde non pas encore, c'est la Côte d'Ivoire.
est-ce que les infrastructures sont à la hauteur de tout? 20 ans d'insuffisance de financement dans le secteur de la santé a fait que les structures sont devenues exiguës pour prendre en compte tous les Ivoiriens. Et en même temps, c'est là aussi, parce qu'il faut aller dans l'éducation de base. Mais nous disons, le racket dans les hôpitaux, comme dans tout corps, il y en a. Mais nous veillons. Parce que le système des ESCOM, si vous voyez qu'il y a des frictions parfois entre nous et certains de nos chefs hiérarchiques, c'est à partir de là. Nous refusons systématiquement le racket. Moi, en tant que président du conseil d'administration, je suis élu par une association composée des populations de l'aire sanitaire de ma structure. Je suis leur représentant. Je ne peux pas accepter que quand ils viennent dans nos structures sanitaires, qu'ils soient rackettés. Je ne peux pas être complice des racketteurs. Donc celui qui est pris en flagrant délit de racket, il est sanctionné. Mais il faut aussi que le malade le signale. Parce que les restaurants que nous ne sommes pas dans les bureaux de consultation. Vous savez aussi que le serment d'Hippocrate aussi, c'est ça, la confidentialité. Nous ne pouvons pas être dans les bureaux en train de faire la consultation avec eux. Mais lorsque vous êtes racketté, ou bien vous n'êtes pas content de l'accueil, il faut venir voir l'administration. Et là, nous partons rapidement sur des bases. Les demandes d'expression vont tomber, puis on verra qui a tort, qui a raison. Et puis on prend les dispositions. Même quand on prend la disposition, si l'agent a tort, il y a une sanction en interne. Ça peut aller jusqu'à la radiation ou bien la mise à disposition. Mais ceux qui ont été rackettés, nous prenons nos excuses au nom de la structure. Vente parallèle des médicaments, oui, vous savez que quand la demande est forte et que l'offre est moindre, naissent des vices. D'abord, un de nos palabres qu'on fait en permanence pour suivre les directives demandant la ministre de la Santé, on fait en sorte de contrôler le circuit des médicaments dans nos structures. S'il n'y a pas de médicaments présents, il n'y aura pas de vente parallèle de médicaments. Deuxièmement, nous faisons en sorte que ceux qui doivent payer paient à la caisse. Ceux qui sont gratuits bénéficient de la gratuité avec un ticket où c'est mis gratuit. Pour ne pas que le praticien puisse l'escroquer. Mais après tous ces circuits, si vous êtes racketté ou bien mal accueilli, vous vous adressez à l'administration. L'autre élément important dans nos structures, dont nous luttons chaque fois, c'est l'absentéisme au travail. C'est-à-dire, vous êtes payé pour faire un travail, vous ne vous donnez même pas la peine et la passion et l'amour de faire ce travail. Mais chaque fin de mois, vous touchez le salaire. Nous n'acceptons pas cela. Cela est difficile, cela arrive rarement avec nos personnels privés, mais le plus gros lot, c'est le personnel fonctionnaire qu'on a. C'est-à-dire, vous savez qu'on a un personnel un peu hybride. Nous avons des salariés que nous payons, qui sont sur contrat. Ils savent que le contrat, c'est clair, une photo, c'est rapide, l'ascension est rapide, la radiation, et les licenciements sont rapides. Mais nous avons du personnel dont nous ne sommes pas l'employeur direct. C'est-à-dire l'employeur, c'est l'État qui l'a affecté à nos niveaux. Et là, à son niveau, quand il y a une faute, la sanction, nous ne pouvons pas la prendre, nous la proposons à nos chefs hiérarchiques pour décision. Et nous avons des agents des partenaires, c'est-à-dire des organismes qui nous envoient du personnel qui paye. Mais à cela, il est difficile de pouvoir faire le temps. Donc nous, on ne s'assemble pas, chacun a un programme. Le programme doit être respecté. Parce qu'il ne faut pas s'assembler dans notre établissement et puis de l'autre côté de la rue, s'asseoir dans une clinique et vous appelez le malade là-bas. Détournement des malades, nous n'en voulons pas. Raquette, nous luttons contre la raquette. La santé du travail, nous luttons contre cela. Le retard au travail, nous luttons contre cela. Ça, c'est vous apprenez que nous sommes sévères ou bien nous sommes tard, mais nous veillons au grain à cela. Tu dois prendre service, tu prends service. Voilà. Si après tu vas aller faire tes combos, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ailleurs tu vas. Mais tu peux être payé pour travailler dans une ESCOM en tant que fonctionnaire ou bien un salarié, t'absenter, il peut être asseoir de l'autre côté de la rue, dans une infirmerie boutique pour attendre les malades. On n'accepte pas cela. Merci bien, Président. Quel bilan vous faites du ministre de la Santé? Nous avons eu du plaisir, et nous avons du plaisir à travailler avec la ministre de la Santé. Je vous ai parlé tout à l'heure, la dernière fois, sur la radio nationale, on nous avait interrogé, nous avons dit que nous avons travaillé à une passion avec elle, surtout dans le cas d'Ebola. Elle nous a impliqué cette bataille de ne pas avoir de repos ni de congés. Ce serait un défi de faire en sorte que le gouvernement ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait sous sa houlette. Nous sommes fiers de cela, nous sommes contents au lieu de le dire. Sur ces implications également, c'est que nous le répétons, même quand il y a la grève des fonctionnaires, elle sait que les établissements à base communautaire ont 80% d'argent privé. Elle nous encourage. Et à Abidjan, toutes les structures communautaires sont à Abidjan, où se trouve la moitié de la population ivoirienne.
Mais chaque fois qu'il y a une grève, même en janvier, quand il y a eu la grève de tous les fonctionnaires, les hôpitaux étaient paralysés, les EFSCOM ont travaillé. Avant elle, en 2010, quand il y a eu la guerre, les structures communautaires ont travaillé. Aucune structure communautaire n'a été attaquée. Ça, c'est un atout majeur. Donc, nous avons du plaisir à travailler à elle. Nous disons, les directives qu'elle nous donne, nous les suivons. C'est elle, au contraire, qui peut juger si elle est satisfaite de notre travail. Mais nous, on ne peut pas dire d'elle si nous ne sommes pas satisfaits parce que c'est nous qui l'avons nommé. Mais nous disons que le travail se fait bien avec nous.